Devenir woke. 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 Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui témoigne de nos évolutions, de nos remises en question, qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. En réfléchissant là pour préparer notre rencontre, je me disais à la fois comment est-ce que j'ai changé, mais aussi comment est-ce que j'ai pu être comme j'étais. Parfois, j'ai besoin de me rappeler, et je pense que ce podcast, il me sert aussi à ça, que on a toute une capacité à évoluer et qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui sont militantes maintenant, qui sont des personnes comme toi, que je trouve hyper pertinentes sur plein de sujets, mais qui en fait sont venues de loin en fait. On n'est jamais arrivé comme ça en ayant toutes ces idées progressistes dans la tête de prime abord. C'est quelque chose qui nous est venu, ça a été un apprentissage. Donc déjà pour contextualiser, toi et moi on se connaît, voilà, on est amis même. Oui. Donc tu t'appelles Sophie Hutin, Sophie U pour les intimes, parce qu'on s'est connus dans un groupe d'action féministe qui s'appelle La Barbe où il y a plusieurs Sophie. Et en fait, quand tu es arrivée à La Barbe, tu travaillais déjà dans le milieu du spectacle vivant et tu avais ta propre compagnie de théâtre. Oui. Et ta propre compagnie de théâtre qui s'appelait, je parle au passé, L'homme qui marche. L'homme qui marche, ouais. Voilà. Et j'aimerais que tu nous racontes comment tu as décidé, choisi et pourquoi tu as décidé de changer l'appellation de ta troupe de théâtre. Oui. Ben merci Géraldine de m'avoir invitée. C'est en réfléchissant là pour préparer notre rencontre, je me disais à la fois comment est-ce que j'ai changé, mais aussi comment est-ce que j'ai pu être comme j'étais. C'est-à-dire que comment est-ce qu'à un moment donné le mot homme pouvait signifier pour moi l'universel. C'est-à-dire que je suis tellement passée à autre chose que j'ai du mal à me souvenir de la pensée qui m'habitait, enfin, du système de valeurs et de croyances qui faisait que je me sentais être un homme. C'était vraiment, voilà, ça me paraît fou maintenant même de le formuler, hein, enfin, mais alors je me suis dit, il y a plusieurs choses. C'est que quand j'étais petite, mon père m'emmenait en voiture. C'était l'un des rares moments qu'on passait ensemble. M'emmenait en voiture à des compétitions d'orthographe dans notre campagne. Donc moi je suis blanche. Je suis née dans un petit village dans le nord de la France. Je suis cisgenre par ailleurs et hétéro. Voilà, et j'ai grandi comme ça dans un milieu rural et où mon père me traînait dans des compétitions d'orthographe, et que c'est vrai que c'était quasiment le seul moment qu'on passait tous les deux, et que j'adorais lui faire plaisir et d'être encore plus. Et c'est vrai que moi la grammaire, ça a été un dieu vivant. Enfin, je sais pas comment dire ça. La grammaire, j'avais envie je voulais tellement oui, faire plaisir que jamais je n'ai remis en question la grammaire. Au contraire, voilà, je faisais du latin, je voulais comprendre les racines de la langue, etc. Et mais à aucun moment, par exemple, je me suis intéressée à l'histoire de la langue française. Alors c'était pas du tout. Alors moi je suis née en 1976, donc dans les années 90, c'était pas du tout à la mode de s'interroger sur l'histoire de la langue, me semble-t-il. En tout cas dans le monde dans lequel je circulais, moi j'ai fait des études de sciences politiques et de philosophie, mais voilà, l'histoire de la langue française, c'était comme si c'était de toute éternité. Que déjà on féminisait pas beaucoup les noms de métiers, et de toute éternité on disait homme quand on voulait parler du genre humain. Voilà, c'est voilà, les appellations musée de l'homme,
me choquait pas. Enfin, les droits de l'homme, ça me choquait pas. Je remettais pas en question, voire même, je crois qu'il y avait aussi chez moi. Où j'avais bien senti que d'être une femme c'était pas une très bonne idée et qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'opération de camouflage, de se dire de prendre un nom de compagnie qui s'appellerait l'homme qui marche, et comme si je pouvais cacher de la même façon qu'au début je me disais metteur en scène, par contre je me disais comédienne, hein. Ça, il n'y avait pas de problème, mais metteur en scène. C'est-à-dire que pour les choses sérieuses, entre guillemets, on allait être au masculin. Et ça n'était pas du tout interrogé chez moi. C'est fou. Ça me paraît fou. Et il a fallu beaucoup de temps pour que ça le soit. C'est-à-dire que je suis entrée en féminisme. Encore avec ces pensées-là. Et c'est étonnant, c'est-à-dire que ça s'est déconstruit par l'humour. Ça s'est pas déconstruit par une pensée, un apprentissage. Non, ça s'est déconstruit, notamment par l'action de la Barbe au Sénat, qui s'appelait Un homme sur deux est un homme. Et où je ne sais plus combien d'hommes il y avait dans cette action au Sénat, et je crois qu'il y avait quasiment 100% d'hommes à la tribune, et la Barbe de manière ironique avait félicité comme à son habitude les personnes présentes, voilà, et en intitulant leur... C'est vrai que peut-être parce que pour nous c'est une évidence, expliquer un petit peu qu'en fait la Barbe c'est un groupe d'action féministe, et donc les modalités d'intervention de la Barbe, c'était de repérer des espaces et des lieux où il y avait une majorité d'hommes sur la tribune, et de se grimer en homme avec des barbes postiches pour venir féliciter les personnes d'avoir organisé un colloque, une conférence, quel que soit le type d'événement, avec une écrasante majorité d'hommes, voire exclusivement des hommes sur scène, ce qui était évidemment ironique. Voilà. Ouais. Et c'est cette ironie, en fait, c'est l'ironie qu'il y avait dans les tracts de félicitations qui m'a dessillé les yeux. Je sais pas comment le dire autrement, qui d'un seul coup m'a fait percevoir l'absurdité de ces expressions. Et par un phénomène opposé, enfin inverse, le côté littéral de certaines expressions, c'est-à-dire que par exemple Jack Lang qui dit au moment de l'affaire DSK il n'y a pas mort d'homme, c'est à prendre au sens littéral du terme, ou les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, c'était à l'époque littéral, c'est-à-dire que c'est un petit H, il y a aucun problème. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on ignore, parce qu'il y a une espèce de mythe autour de la révolution de 1789 et de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qu'on en oublie qu'en fait cet homme-là, qui est précisément la raison pour laquelle on parle encore aujourd'hui des droits de l'homme, c'est pour marquer la filiation avec la déclaration de 1789, c'était un texte qui n'incluait pas les femmes. Mais oui. Et ça, et d'un seul coup, ça m'a explosé au visage, que en fait, c'était comme si je participais c'est pas comme si, je participais à une excision du féminin dans la langue. Et donc cette complicité là, une complicité de victime un peu, ou de je sais pas comment dire ça, non, victime c'est peut-être un peu fort, mais une complicité ou plutôt de quelqu'un qui voudrait ne pas être victime, mais qui finalement ne trompe qu'elle-même, je sais pas. Et aussi, donc ça a été aussi une période, donc c'est 2011, 2012, ces années-là. Donc c'est l'affaire DSK, c'est mon entrée dans la Barbe, c'est cette découverte par l'humour du double sens des mots qu'on emploie. Je voulais parler aussi du fait que en fait moi j'ai été très gravement agressée en 1999 par un psychopathe. J'étais dans la rue au mauvais endroit au mauvais moment, voilà, j'ai failli me faire tuer.
Et cette agression, elle a été extrêmement importante dans ma vie parce que c'est ce qui fait que j'ai quitté le monde universitaire pour faire du théâtre. Et voilà, qu'il y a eu d'un seul coup une urgence de vivre qui m'est apparue et tout ça. Mais ce séisme ne s'est pas du tout accompagné d'une révolution féministe. C'est-à-dire que, par contre, c'est venu après nourrir cette révolution féministe en moi, parce que d'un seul coup, après l'affaire Quanta, après l'affaire DSK, après tous ces entre guillemets faits divers, on disait pas encore féminicide. Je me suis dit, c'est quand même hallucinant, tous ces actes ne portent que sur des femmes. Enfin, et c'est comme si les crimes participaient à l'ordre du monde, c'est-à-dire à une remise à leur place des femmes dans la silenciation, et que c'était bien de fermer sa gueule globalement. C'est soit de fermer sa gueule, soit de hurler avec la meute des dominants, et qu'il n'y avait pas des masses de choix autres. Et justement, moi, ce qui a été extraordinaire à la Barbe, c'est que j'ai trouvé une troisième voie, une autre façon de c'est-à-dire qu'on n'était pas, on était un groupe. Et c'est-à-dire que aussi j'avais grandi dans cette idée que les femmes devaient être compétitives les unes par rapport aux autres, en compétition les unes par rapport aux autres, et d'un seul coup il y avait, par le militantisme et dans le militantisme, une tendresse, Et d'ailleurs c'est dans le pitch de ton podcast, Géraldine, et tendresse vaincra. C'est aussi dans le film de Blandine Lenoir, Annie Colère, le personnage joué par Laure Calamy, qui dit la tendresse est politique. C'est-à-dire que aussi cette omniprésence du mot homme, elle empêche la tendresse entre femmes, et je pense vraiment, et que à partir du moment où on remet en question cette grammaire, donc qui est une construction du XVIIe, XVIIIe siècle, enfin du XVIIe siècle, eh bien on peut faire advenir de nouveaux rapports humains, et voilà, ça me met beaucoup en joie. Alors, j'ai envie de réagir sur deux choses que tu as dites. La première, c'est que tu as évoqué l'espèce de recherche de perfection dans la maîtrise de la grammaire et de la langue. Et hier, je tombais sur un post Instagram où quelqu'une disait qu'elle ne supportait plus le terme faute d'orthographe. Et j'y avais jamais réfléchi. Alors j'avais déjà réfléchi à la question du classisme que ça représente, que de vouloir des textes sans faute, etc., que c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais là, c'était vraiment sur l'appellation qu'elle interpellait, c'est-à-dire qu'elle disait, mais en fait, il n'y a pas de faute d'orthographe. Éventuellement, il y a des erreurs d'orthographe. Mais en fait, une faute, c'est quelque chose de moral. Oui. C'est-à-dire qu'on voit déjà que l'appellation qu'on utilise place la grammaire et l'orthographe du côté de la morale. Et donc, en fait, la bienséance voudrait qu'on soit dans un respect qui frôle la dévotion, en fait. Ouais. Et je crois que le féminisme nous apprend ça aussi, c'est-à-dire que on n'a pas à respecter une langue qui ne nous respecte pas. Exactement, ouais. Et on a le droit de créer des usages, on a le droit de hacker la langue, on a le droit d'en faire autre chose. Moi, je trouve qu'il y a plein de propositions féministes qui sont hyper intéressantes. Je pense qu'on est devenu féministe à peu près au même moment. On a bien vu l'évolution où au début, le E qui marque très souvent le féminin était entre parenthèses. Ensuite, il y a eu des tirés. Ensuite, il y a eu le point médian. Maintenant, on essaye de sortir un petit peu de cette binarité en étant avec des termes comme par exemple auteur, autrice, auteurice, auditeur, auditrice, auditeurice. Voilà, il y a plein de propositions qui sont faites, et c'est une façon de rendre la langue vivante, parce qu'en fait, les seules langues qui n'évoluent pas, ce sont des langues mortes. Oui. Mais oui, qui sont figées. Et d'ailleurs, c'est pour ça que au départ, je disais, j'ai du mal à repenser à la Sophie que j'étais, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on vit dans un tel moment d'effervescence linguistique, et où il y a même un jeu qui est envisageable, que je me demande
pourquoi j'ai tenu si fort à la grammaire comme ça. Ça me paraît absurde. Ça me paraît absurde. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si c'était une autre époque? C'est-à-dire qu'à une autre époque, je n'aurais pas bougé. J'ai l'impression que l'effervescence féministe qu'il y a depuis 2007-2008 environ, elle a largement participé à ma propre évolution. C'est-à-dire que ça n'est pas qu'un chemin individuel, loin de là. C'est-à-dire que c'est aussi le monde autour qui m'a permis de changer. Et c'est dans les deux sens, je dirais. C'est-à-dire que j'ai trouvé ce que je cherchais. Et de la même façon que il aurait été inenvisageable pour moi, par exemple, de lire du Virginie Despentes. D'ailleurs, je l'ai lu, j'ai lu King Kong Theory je crois en 2011-2012, toujours la même année, alors que c'était sorti en 2006. En 2006, j'aurais ça n'existait pas. C'était pas dans mon monde, ça n'existait pas. Et alors que quand je l'ai lu, je me suis dit mais merde, quelqu'un qui parle du féminin, alors pas du féminin comme un truc biologique, mais du féminin comme un costume qu'on peut prendre et c'est chouette. Enfin voilà, et qu'on peut vivre des choses chouettes avec et voilà, parce que par contre je reste convaincue que cette binarité là, alors ça c'est très étonnant, c'est-à-dire que j'étais dans mon délire sur l'homme, hein, mais par contre j'étais pas du tout en mode binaire, c'est-à-dire que pour moi, la binarité masculin-féminin, c'est n'importe quoi depuis très longtemps. Hein. Enfin, je trouve ça délirant. Enfin, voilà. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il y a le petit livre de Bourdieu sur le masculin féminin là dans la culture kabyle. Je l'avais lu, je m'étais dit oui, voilà. J'ai pas eu l'impression de découvrir, d'avoir une épiphanie comme j'ai eu sur le mot homme, quoi. Mais voilà, oui, donc lire Despentes, ça a été oui, c'était un choc en fait, cette façon de dire qu'elle écrit depuis les moches, bah ouais c'est bah oui, et de se rendre compte qu'on a très peu de modèles féminins de liberté. On a des modèles féminins qui nous entravent. Tu sais, hier je scrollais sur Instagram et je suis tombée sur un post où en fait Léna Mafouf, qui est quand même une des influenceuses en France les plus connues et reconnues, et elle a monté les marches à Cannes. Et visiblement, elle aurait pris du poids. Et du coup, la plupart des commentaires, en fait, ont focalisé sur cette question-là. Et en fait, moi, ça m'a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que je ne supporte tellement plus les normes que même si je trouve qu'elle a un super contenu, que j'adore son énergie, que je suis hyper contente qu'une femme ait cette position de pouvoir-là, je pouvais plus la suivre parce qu'elle était très, très normée physiquement et que j'ai envie de voir autre chose. J'ai besoin d'avoir d'autres modèles. Et là, de voir que elle aurait pris du poids. Hein. Alors voilà, je mets tous les guillemets qui s'imposent parce qu'autant vous dire qu'elle reste encore très très dans la norme et que je sais pas d'où c'est qu'elle a pris du poids, sans doute derrière les oreilles. Mais en fait, j'ai envie de voir autre chose que des femmes qui rentrent dans du 36, quoi. Et j'ai complètement inversé la vapeur, c'est-à-dire que je suis plus capable de voir ces modèles que je trouve trop étriquants, je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, qui enferment dans quelque chose qui en fait est inatteignable pour la plupart des personnes. Et qui mettent en danger la santé, c'est-à-dire que le temps passé à s'occuper de ce corps de l'affamé, etc., c'est du temps qui est perdu pour autre chose, pour de la beauté, Moi, souvent, je me pose la question, tu vois, mais est-ce que j'ai envie d'être mince ou est-ce que j'ai envie d'être puissante? Parce que clairement, j'ai pas le temps de faire les deux. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, je me dis, en fait, j'ai envie d'être puissante, tu vois, j'ai envie de faire des choses dont je suis fière et j'ai envie d'en être fière à un niveau sociétal, pas à un niveau individuel. Le poids, éventuellement, ça peut être quelque chose où tu peux être contente quand tu as fait beaucoup de sport et que tu t'es affamée de voir quelques résultats, mais qui sont éphémères et puis qui servent quoi et qui. Mais oui, qui servent qui et qui sont faits pour qui?
Hein, c'est qui regarde, qui va valider. Ouais. Qui va valider. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était le fait que tu évoquais la temporalité, à savoir que tu es entrée en féminisme à peu près au moment de l'affaire DSK. Et en fait, c'est aussi le moment où moi, je suis rentrée en féminisme. Et pour les personnes qui n'ont pas connu cette époque, je crois que vraiment, il faut qu'on souligne à quel point pour beaucoup de personnes à l'époque ça a été un déclencheur, c'est-à-dire que évidemment qu'on baigne dans une culture misogyne et patriarcale et que ce bain, à force d'être dedans, on n'en prend plus conscience. Mais quand il y a eu cette affaire-là, je crois qu'il y a eu un tel déferlement de propos problématiques que tout d'un coup on s'est dit waouh, là on a touché une limite et ça nous a fait voir quelque chose. Alors toi tu parlais de Jack Lang, Il n'y a pas mort d'homme, qui moi aussi m'avait beaucoup choqué ce qui m'avait aussi choqué, c'était plus des réactions de personnalités pas connues qui jugeaient Nafissatou Diallo sur son physique en disant en fait DSK n'a pas pu la violer parce qu'elle est moche. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Et en fait, moi, c'est venu me heurter parce que j'avais pas les termes à l'époque. Mais ce qu'on dit dans le milieu féministe, c'est que le viol, c'est pas une question de sexualité, c'est une question de domination. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on considère que l'autre est à son service et que on peut se passer de son consentement pour obtenir ce qu'on souhaite. Et à l'époque, j'avais pas cette analyse-là, mais j'avais quelque chose quand même en moi qui criait, mais en fait, ça veut dire que si une femme qui ne correspond pas aux critères de beauté est violée, on va considérer qu'elle ment. Ouais. Parce qu'elle n'est pas suffisamment désirable. Ouais. Aux yeux des personnes qui établissent les normes. Ouais, et j'avais trouvé ça dingue, j'avais trouvé ça d'une violence folle. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas ta parole. Quand tu dénonces un viol, c'est ton apparence physique. Et si jamais tu es considéré comme pas suffisamment canon, en fait, autant te taire parce qu'on va pas te croire. Ouais. Et si en même temps t'es affriolante, on va te dire que tu l'as bien cherché. C'est que voilà, il fallait mieux s'habiller, se couvrir, faire attention à quand ouais. Et c'est aussi les féministes qui ont attiré l'attention sur le fait qu'il y a ce double standard. C'est-à-dire que si on prend un seul critère qui est l'alcool, chez les femmes, c'est une circonstance aggravante, c'est-à-dire qu'elles n'auraient pas dû s'alcooliser, peut-être qu'elles n'auraient pas été violées, alors que chez les hommes, c'est quelque chose qui va leur permettre d'avoir une excuse supplémentaire en disant en fait ils y peuvent rien, ils étaient alcoolisés, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Alors que dans les deux cas, il s'agit de la même chose, à savoir ingurgiter de l'alcool. Mais il y en a un pour qui ça va permettre de se défendre et l'autre que ça va venir blâmer en fait. Et ça, c'est vraiment un double standard qui est insupportable. Mais c'est d'ailleurs pour cette binarité, c'est ce qu'elle permet, hein, la binarité homme-femme, ça permet de mettre sur chaque terme des caractéristiques, parfois sorties d'un chapeau, mais qui d'ailleurs, c'était toi qui m'avais dit un jour, si on est obsédé autant sur les bébés à poser du genre avant même la naissance, c'est aussi pour pouvoir comme ça projeter des caractéristiques. Je veux dire, le bébé n'est même pas né que déjà sa chambre est rose ou bleue et il aura des gros doudous ou des jouets en plastique dur. C'est-à-dire que voilà, on est c'est déjà déterminé et les comportements attendus sont déjà déterminés. Et pour revenir sur le nom de ta compagnie, donc toi, tu t'es rendu compte que l'homme qui marche, c'était un terme que tu ne souhaitais plus assumer parce que tu as eu toute cette évolution féministe qui t'a permis de te rendre compte que le terme homme ne pouvait pas représenter à la fois les femmes et les hommes. Comment tu as choisi ton nouveau nom ? Alors oui, alors il y avait aussi le fait que c'était au singulier. Je me suis dit bon, tout est problématique, hein, voilà. Je veux bien qu'on s'arrête là-dessus, c'est hyper intéressant parce que c'est précisément une discussion que j'ai eue hier avec quelqu'un où en fait on s'en rend compte pour certains termes mais pas pour tous. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, enfin l'homme, les gens se disent bon c'est neutre. La femme, les gens ont l'illusion que c'est neutre. Nous en tant que féministes, on sait que ça l'est pas. Donc moi l'exemple que je prends suivant c'est le juif. Tu te rends bien compte qu'on peut pas dire le juif fait ci, fait ça parce que en fait tu laisses entendre qu'il y a une essence. Voilà. Il y a une façon d'être qui est déterminée et que si tu ne rentres pas dans cette façon d'être, en fait, tu ne fais pas partie de cette catégorie et surtout, quand on te rattache à cette catégorie, on peut te stigmatiser
en renvoyant vers cette catégorie qui est pleine de préjugés, etc. Et donc, le pluriel est hyper important parce qu'il montre que précisément, on n'est pas une catégorie, mais on est des gens différenciés, qu'on rattache à cette catégorie, mais que dans cette catégorie, les gens sont très différents, en fait, les uns des autres. Oui, il n'y a pas d'essence, il y a pas d'essence particulière aux juifs, à l'homme ou au chien, enfin, je ne sais pas. Oui, donc oui, le singulier m'a interrogée et puis c'est-à-dire que c'est quand même fou. Hein. C'est-à-dire que pour moi, l'homme qui marche, c'était moi. Et donc je me suis dit mais quelle est cette folie dans laquelle je me suis mise toute seule. Et donc voilà, et c'était aussi une époque là un peu plus lointaine, du coup c'est vers 2015, donc il y a je me suis sentie, il y a ma fille qui est née, je me suis sentie reliée à ma mère, à ma grand-mère réfugiée, où j'ai eu envie comme ça d'aller chercher dans des femmes inspirantes aussi dans ma lignée. Et je me suis dit, et notamment cette grand-mère réfugiée qui a traversé les Pyrénées, donc c'était des réfugiés espagnols de la guerre 36-39, qui a traversé les Pyrénées avec son bébé qui était ma mère, qui est comme ça pour moi quelque chose qui est très, qui est l'une des images qui me rendent forte. Je sais pas comment le dire autrement. Ça me rend, justement, tu parlais de qu'est-ce qui rend puissant. Ben ça me rend forte, cette pensée-là de cette marcheuse, justement. Et j'ai décidé de rappeler la compagnie La Marcheuse. Et là, pas par rapport à moi, même si je marche beaucoup, mais par rapport à elle, cette grand-mère qui s'appelait Rosa, comme ma fille. Et voilà, c'était une façon de raconter, d'évoquer son périple et de raconter aussi cette puissance des femmes. Hein, cette puissance des femmes qui sont capables de ça, de prendre leur bébé sous le bras et de traverser des monts enneigés, même pas peur, quoi. Et voilà. Et c'est ça. Voilà, j'en ai fait une figure inspirante de la marcheuse. Voilà. Et il faut te dire aussi pour la rigolade. Que parce que je me suis dit mais on va appeler alors on va prendre un truc neutre sur la marche, etc. Mais là est arrivé un mec qui a appelé son parti, son mouvement politique En Marche. Et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pris trop tard. C'est pas possible, on va pas y arriver. On va pas arriver. Non mais j'étais désespérée sur le nom. À un moment donné, je me suis dit mais dire que même la marche, ça c'est accaparé par un mouvement politique qui me sort par les trous de nez. Et d'ailleurs, ce qui est très malin, je trouve que parce que c'était maintenant la République En Marche, c'est moins joyeux, mais En Marche, c'était bien vu. C'est bien trouvé, on est obligé d'admettre que c'était bien trouvé. C'était bien vu et ça faisait mouvement citoyen, il y avait quelque chose de l'ordre de la manifestation, des gens à pied. Mise en mouvement quoi. Ouais. Et voilà, donc La Marcheuse aujourd'hui. Voilà. Et ça n'a pas été une décision facile parce que du coup je me souviens du temps où tu étais activiste féministe à la barbe et que tu donnais le nom de ta compagnie, L'Homme qui marche, et on t'interrogeait sur quand est-ce que tu changes, etc. Et puis tu disais mais non, administrativement c'est compliqué, ouais, alors qu'administrativement parce qu'on me connaît sous tel nom, et puis pour les subventions et les machins et les bidules, donc c'est-à-dire que ça a été une prise de conscience, certes, mais ça prend du temps en règle générale. Oui, ça prend du temps, ouais. En tout cas, ça m'a pris du temps. Mais parce que aussi du point de vue administratif, je suis lente. Voilà, je suis un dinosaure. Alors pas pour tout, mais pour ça, là, vraiment. Puis le temps de trouver une idée sur laquelle on est aligné aussi. Oui, c'est-à-dire que je me suis dit aussi, je peux pas refaire une erreur. Je vais pas aller d'erreur en erreur. Enfin, cela dit, c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est de faire ça. Mais tu vois, ça, c'est un truc que moi, j'ai vachement appris avec le podcast. C'est que, tout le monde va te donner des conseils différents quand tu veux te lancer dans le podcast. Mais en tout cas, un conseil qui revient très souvent, c'est genre, lance-toi, en fait. Parce que des erreurs, tu vas en faire, mais c'est pas grave, en fait. Oui. C'est en faisant qu'on s'améliore. Tout à fait. Et c'est marrant ce que tu dis parce que, quand j'ai créé mes premiers cours de théâtre, c'était en 2006, 2007 par là. Et j'étais là en train de tergiverser, etc. Et en fait, quelqu'un m'a dit, mais en fait, si tu te lances pas, ça n'existera pas et tu pourras pas t'améliorer, en fait.
Donc voilà, et donc je pense que c'est dans tout, et c'est fou qu'on ait. Et c'est important de le rappeler, ça peut paraître un peu, je sais pas, un peu genre du coaching de base, un peu débile, genre faut se lancer. Mais en fait, je pense qu'il faut le rappeler aux femmes, parce qu'on nous a tellement inculqué la perfection qu'en fait, il y a quelque chose vraiment qui nous entrave et qui nous empêche. Et donc moi, c'est pas un message que j'ai envie de donner à tout le monde, mais en tout cas, c'est un message que j'ai envie de transmettre aux femmes, c'est lance-toi et accepte de faire des erreurs et après t'en feras moins. Voilà. Et après la compétence s'améliorera. Ouais. Alors et d'ailleurs c'est drôle hein, parce que bien souvent après en tout cas je me suis rendu compte que je me faisais tout un pataquès de me dire je suis pas compétent, je viens pas du théâtre. En fait tout va bien, et à partir du moment par contre où on a une posture d'humilité, de vouloir se remettre en question, mais sinon oui tout va bien. Tout va bien. Et encore aujourd'hui, hein, moi je suis prise dans des comme ça dans des choses où je me dis il faut absolument que ça soit comme ça parfait avant que je commence, et c'est encore très dur à déconstruire ça. Et d'ailleurs c'est ça que m'a appris entre autres, parce que j'ai pas fait que ça comme problème d'anti-wokisme ou d'anti-féminisme dans ma vie, hein, mais je me dis en fait le chemin de déconstruction il est long et il est encore devant moi, quoi. Enfin et c'est au moins ça que m'a appris cette histoire d'homme et au singulier, c'est que, et avec une majuscule, et voilà, c'est que c'est une posture d'humilité par rapport à mes croyances, et là où je suis contente, c'est que d'avoir embrassé le féminisme, c'est que dans la manière dont j'ai embrassé le féminisme, c'est que ça a été un acte conscient. Absolument pas, et pour le coup ça fait vraiment du bien de se dire je choisis ma croyance, alors que tout cet anti-féminisme dans lequel je baignais, dans lequel j'ai grandi, il était totalement inconscient, et je pensais vivre dans un monde de neutralité, c'était génial, voilà. Non. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que cette histoire aussi d'homme au masculin singulier fait beaucoup disparaître par rapport à la question de l'amour, faisait beaucoup disparaître la question de l'homosexualité et des femmes lesbiennes, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de personnes, pas seulement des concepts, qui sont invisibilisés, excisés par cette omniprésence du mot homme. Et femmes, bien sûr, en premier, mais aussi femmes lesbiennes, énormément, enfin, ou hommes noirs aussi, enfin. Il y a comme ça tout un tas de gens qui disparaissent du champ de la pensée. Tu sais, très souvent, je crois que c'est le journal du dimanche qui fait une fois par an une espèce de sondage sur quels sont vos auteurs, vos chanteurs préférés, etc. Et en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où on utilise des termes supposément au masculin générique neutre, les personnes pensent à des hommes. Si tu dis quelle est votre autrice ou votre auteur préféré, tu vas beaucoup plus penser à citer des autrices, alors que si tu dis quel est votre auteur ou quel est votre chanteur préféré, en fait, ça empêche de penser le féminin. Dans l'aveuglement qu'on a, c'est-à-dire que j'avais aucun problème à dire caissière, hein, mais par contre dire avocate, ça m'écorchait la gueule, hein. Et c'est tu vois cette on dit le bon goût, ce qui est le bon goût et le mauvais goût, quand on entendait écrivaine, ça sonne mal, il y a le mot veine dedans, alors que dans écrivain il y a pas, enfin je sais pas, mais c'est fou. Tu sais, c'est hyper on n'entend pas bien, on n'entend plus bien sur caissière, parce que il y avait eu une analyse ou une étude qui avait prouvé que en fait, on n'a pas de problème à dire des métiers féminins quand ce sont des métiers déconsidérés, mal payés, etc. Mais que par contre, quand c'était des métiers qui étaient reliés à un certain prestige, tout d'un coup, on avait plus de mal. Et ça vaut même quand le terme est le même. Je te donne un exemple concret. Directrice d'école,
qui est un univers, la pédagogie considérée comme féminin, c'était pas trop problématique. Par contre, dès lors que les femmes qui avaient une position de direction étaient dans des entreprises du CAC 40 ou dans des grosses entreprises, on avait tendance à dire davantage directeur que directrice. Et ça vaut même pour le terme de avocate. J'avais lu un article qui expliquait que avocate était tolérée tant que les avocates étaient à la fois minoritaires et dans un secteur, parce qu'on croit que les avocats sont très bien payés, mais en fait la moitié des avocats sont au SMIC, et où les avocats gagnaient pas très bien leur vie. Et à partir du moment où les avocates sont devenues majoritaires et que aussi il y a eu des questions de rémunération où c'était un peu moins précaire, etc., tout d'un coup on s'est remis à appeler les avocates des avocats comme pour invisibiliser leur présence au sein du métier. Incroyable. Ouais. Mais c'est ça, invisibiliser. C'est-à-dire, exciser dans la langue. Et effectivement, à partir du moment où il y a une invisibilisation, il n'y a plus de pensée. Et ça n'existe plus. Et après, il y a une disparition dans les mémoires. C'est fou. C'est fou. Qui se souvient que dans les grandes grèves de 68, les grèves ouvrières, en fait, il y avait et des ouvrières et des ouvriers. Oui, c'est-à-dire qu'on demande comme ça la figure, mais même du révolutionnaire, c'est-à-dire que on le sait que les révolutionnaires étaient des femmes maintenant, mais si tu me demanderais de le dessiner, la première pensée que j'ai, c'est un mec avec une fourche, et c'est fou, c'est-à-dire que mes représentations, elles sont encore au masculin. Vraiment. Si tu me demandes de dessiner, de projeter ce que j'ai dans la tête. Et c'est pour ça que je trouve que la question de mettre du féminin, autrice et auteur, de se forcer à ça, c'est hyper important. C'est hyper important pour contrer ce biais de la pensée. Et parce que moi, je pense que c'est trop tard pour moi. Enfin, tu vois, j'ai 47 ans, j'ai été sociabilisée toute ma vie à penser au masculin neutre singulier. Et donc du coup, il faut trouver des façons de divertir. Je sais pas comment dire ça. De changer le sens de ma pensée. Il n'y a pas d'autre moyen en fait, parce que puis c'est quelque chose de très français aussi, c'est-à-dire qu'on oublie qu'en fait c'est dans d'autres langues il y a du vrai neutre. Oui. Et moi je discute beaucoup avec des amis kurdes qui en fait sont toujours hallucinés, ils sont là genre mais pourquoi les choses ont un genre? Ils sont là genre ils me regardent des objets dans la salle, ils me disent mais chaise c'est le ou c'est là? Et je suis là genre mais en fait on devrait pas avoir à se poser cette question, tu vois, ça devrait même pas exister en fait. Et je pense que oui, on binarise le monde parce que la binarité, c'est ce qui permet la différenciation, et la différenciation, c'est toujours ce qui permet un traitement différencié parce qu'inégalitaire. Oui, mais oui, c'est pour créer l'inégalité, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que, pour finir, maintenant qu'on connaît le nom de ta compagnie, La Marcheuse, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites, comment on peut vous suivre et quelle est votre actualité ? Alors, on est en région parisienne, plus exactement à Montreuil, en Seine-Saint-Denis et tout autour. On travaille, c'est très étonnamment sur les questions de genre actuellement. On prépare un spectacle jeune public avec Avella Guillou sur la place des garçons et des filles dans la cour de récré et plus largement après dans l'espace public. Ça va s'appeler Reste à ta place. et en parallèle, on travaille sur les noms de rues des quartiers à Montreuil. Là, à travers des ateliers. Donc, on travaille beaucoup avec les enfants. Je travaille aussi avec des personnes handicapées sur le théâtre, l'expression. Voilà. Principalement, on fait ça. Le spectacle Reste à ta place. Il sera prêt a priori pour les Journées du Matrimoine en septembre 2023. Donc très bientôt. Et tu vois, moi je fais du roller parfois et très souvent je le fais le dimanche matin dans un lieu qui est ouvert au public et où il y a quelques personnes qui font du roller et puis il y a beaucoup de parents qui viennent avec leurs enfants.
Alors, j'ai eu plusieurs choses qui m'ont étonnée. Déjà, la première, c'est que je vois beaucoup de papas qui accompagnent leurs enfants. J'étais un peu étonnée par cette proportion de pères à laquelle je m'attendais pas nécessairement. Puis j'ai fini par comprendre qu'en fait, les pères accompagnent les activités sportives. Donc, on reste quand même dans quelque chose de très genré et sur des créneaux où clairement, il y a des tâches domestiques à effectuer. Donc, en fait, ils partent avec les enfants pendant que les mères restent à domicile pour gérer un peu l'intendance du foyer. Et ce qui me choque de manière pas très positive malheureusement, c'est à quel point ces questions-là d'accaparement de l'espace sont déjà des réalités à un âge extrêmement précoce. Je vois quand je fais du roller, moi je suis débutante, donc je suis pas très sûre de moi, je suis un peu hésitante, donc j'ai toujours peur qu'il y ait des choses ou des gens sur mon chemin que je n'arrive pas à les éviter. Et je réalise que quand ce sont des petites filles, en fait, j'ai moins peur parce qu'elles ont déjà intégré le fait de laisser leur place. Tandis que les petits garçons, c'est comme si leur environnement extérieur n'existait pas. Et en fait, c'est à moi de m'adapter alors que ce sont eux qui sont, parce qu'il y a différents espaces là où je me trouve, et eux vont sur le terrain qui normalement est réservé aux rollers, plutôt que de rester sur le terrain qui est plus fait pour les activités que eux font. Et en fait, déjà, à un âge extrêmement précoce, en fait, c'est à moi de m'adapter à l'espace que prend le petit garçon. Ouais. Mais ça a été, je crois, noté en maternelle que, alors sans doute en crèche, n'en parlons pas. Enfin, l'injonction de genre. Moi, quand ma fille était bébé, je l'ai vue faite par des assistantes maternelles qui grondaient extrêmement fort les petites filles dès qu'elles hurlaient et qui accompagnaient avec gentillesse les expressions vocales des petits garçons. Voilà, oui, avec cette idée qu'un garçon a plus de besoins pour s'exprimer, que la colère est plus légitime chez lui, plus normale, alors que chez les petites filles elle choque, donc on essaye de la faire taire. Voilà, et que donc en termes ça se passe d'abord sur les émotions, c'est-à-dire que la colère, elle est interdite chez les filles, et à l'opposé, la tristesse sera interdite aux petits garçons. Et c'est d'une violence totale, et en parallèle, oui, cette question de l'espace que en maternelle, dans les écoles où j'ai travaillé à Paris, il y avait toute une réflexion sur le fait d'interdire le football, parce que le football, c'est merveilleux, c'est-à-dire c'est une invention faite enfin les footballs dans les cours de récré, c'est l'invention pour faire que les filles soient en périphérie et les garçons au milieu. C'est extraordinaire, et que tu traverses l'espace. Ok, mais à tes risques et périls. Il faudra pas te plaindre après. Il faudra pas pleurer. Si tu te prends un ballon en pleine tête, tu l'auras bien cherché. Ça rappelle quand même des choses. Ça rappelle des choses très concrètes après de la vie d'adulte. Donc qu'est-ce que ça veut dire traverser l'espace public pour une femme, et de s'y arrêter et de se sentir légitime dedans. Et ça, c'est... Ça tombe bien que tu évoques ça, parce que précisément, on va aussi faire un épisode avec Chris et Pascal, qui sont également d'anciennes activistes de la barbe et qui ont fondé Genre et Ville. Donc voilà, ça me permet de faire du teasing pour les épisodes à suivre. Donc n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner, à mettre des étoiles, des petits cœurs, tout ce qui vous voulez, qui permet de me faire un petit retour, qui me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, et à très bientôt pour un prochain épisode de Devenir Woke. Merci beaucoup Sophie. Merci Géraldine. Devenir